Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Je me présente, je m'appelle Thomas, je vis uniquement de mes biens immobiliers. Et aujourd'hui, podcast assez spécial, on va parler du coup de ma structure de patrimoine, des questions-réponses. Donc, je te préviens, j'ai enregistré ce podcast en voiture et donc le son est assez bon, heureusement. Alors attention, je dois juste te prévenir que à la moitié, j'ai reçu un appel, ce qui fait que ça a coupé le micro. Et donc, quand j'ai repris, le son n'était pas aussi bien qu'au début. Mais c'est tout à fait acceptable. Tu vas entendre les formations que j'ai suivies. Tu vas en apprendre un peu plus sur mon mode de fonctionnement et les galères que j'ai eues. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors j'espère que le son sera bon. Normalement j'ai d'assez bons micros, donc ça devrait le faire. Donc voilà, à l'instar de Yann Darwin, oui, je suis en train d'enregistrer dans ma voiture. Alors c'est pas un business en bagnole, c'est pas pour le copier, c'est juste que là j'ai pas trop de temps pour enregistrer des podcasts et je me suis dit que vu que j'ai 2 heures de route pour aller à l'aéroport, autant que je te le fasse maintenant. Donc on va y aller un peu à la one again, on va parler un peu de tout et de rien, mais parfois ça fait les meilleurs podcasts de cette façon. Je pense qu'on va parler surtout de l'état actuel des choses, des questions que l'on a l'habitude de me poser. Sachant que là on a une guerre au Moyen-Orient, le carburant, c'est pour moi, hein, il a bien augmenté. Enfin on ne sait jamais, hein, d'ici là que tu écoutes l'épisode, peut-être qu'il aura déjà baissé. Mais donc voilà, du coup je me suis dit autant répondre à quelques questions. Déjà les gens se demandent souvent de comment est-ce que je fais pour vivre de l'immobilier. Ça c'est vraiment le premier truc parce que souvent tu vois des mecs sur internet, ils te disent qu'ils vivent d'un truc et puis en fait pas du tout. Tu te rends compte qu'ils vivent grâce à leur formation ou autre chose. Enfin surtout pour les gens qui sont exposés sur internet. Moi aucune critique, hein. Les formateurs immobiliers, moi j'ai suivi beaucoup de formations, donc aucun souci, mais sache que moi je ne suis pas du tout dans ce move là. Alors même si je compte faire une formation exclusivement sur le dossier bancaire, au moment où j'enregistre, là je n'ai pas encore tourné la formation, même si je vois qu'il y a quand même une grosse demande et il y a un gros besoin, je pense, là-dedans. Parfois tu as besoin juste de ça dans une formation. Donc voilà, mais donc pour me présenter et pour savoir aussi comment je suis structuré, parce que ça peut t'intéresser, donc schématiquement ça peut t'intéresser, donc pas forcément à me copier mais à savoir comment est-ce que je fais. Donc moi j'ai une partie de mon immobilier en nom propre et une autre partie en société. Tout ce que j'ai en nom propre, je l'ai acquis quand j'étais à l'armée. Donc j'ai pu lever plus de 1 million d'euros quand j'étais à l'armée, sachant que je n'étais pas officier. J'étais au bas de l'échelle. J'ai même demandé à ne pas monter en grade pour avoir mes indemnités de départ, si tu veux tout savoir. Donc au plus bas, je gagnais 1200 euros par mois. Et la structure de mon immobilier, pour en venir là, je vis exclusivement de tous les biens que j'ai en nom propre. Donc ça c'est ce qui me sert à vivre et tout ce que j'ai en société, donc en gros j'ai une holding qui détient une SCI, là on va en vendre une autre mais ça c'est un autre sujet. Donc en gros ma holding détient les SCI en dessous et ça en fait c'est juste pour faire grossir le patrimoine et avoir du levier bancaire, parce que quand tu arrives dans ces niveaux là, en fait on te parle plus du tout de taux d'endettement. Et moi c'est ce qui m'a permis du coup de continuer à investir en étant chômeur. Donc voilà, mon schéma il est très simple, alors pas forcément à copier, beaucoup de personnes vivent d'une autre façon, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Si tu es encore salarié, ce sera beaucoup plus adapté pour toi de faire une société et de vivre d'abord avec ton salaire et ensuite le reste l'utiliser les sociétés pour grossir. Alors attention, parce que j'ai vu récemment que tu avais des gens qui te conseillaient d'ouvrir des sociétés, d'arrêter le nom propre et tout ça. Pour moi, tu vois, c'est pas du tout adapté pour moi. Donc je me dis que autant le dire dans un podcast, c'est que les gens s'en rendent compte. Si quelqu'un te dit il faut faire ça et pas ça, si quelqu'un est vraiment très tranchant sur la question,
Tu vois, je suis pas forcément d'accord. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc voilà. Si tu connais rien du tout, très bien. Tu regardes schématiquement ce qui se fait de mieux. Et ensuite, tu regarderas ce qui est adapté à ta situation. Mais tu vois, je pense que c'est des choses qui manquent là-dedans. Et c'est pour ça, moi aussi, que je veux faire un dossier bancaire parfait qui est tout terrain pour les gens. Après, si tu te demandes quelle formation est-ce que j'ai suivi, alors j'en ai eu plusieurs. Alors moi, il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que je fais ça et au début, tu n'avais pas vraiment de formateur. Il y en avait un seul, c'était Olivier Seban. Donc si tu te demandes quelle formation est-ce que j'ai suivi, en fait c'est simple. À l'époque, tu avais très peu de formations et quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, en fait, j'étais pas du tout formé. Alors oui, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai perdu beaucoup de temps. Par la suite, j'ai fait faillite. J'ai fait une faillite complète, mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts. Mais à savoir que les formateurs, oui, alors t'en as certains, ils te vendent du rêve, mais tu vois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que j'en parlerai dans un autre épisode, mais parfois c'est bien que les gens te vendent du rêve, parce que finalement tu passerais pas à l'action s'ils te vendaient pas du rêve. Donc voilà, mais en réalité, t'apprends vraiment beaucoup de choses. Donc moi, tu vois, je suis pas vraiment dans ce move-là. La formation, enfin la mini formation que je veux faire, elle va être exclusivement sur la banque. Parce que moi, je me sens pas du tout de faire une énorme formation. Alors, on me l'a proposé plusieurs fois. Quand j'avais déjà 10 ans d'expérience et tout, j'avais des mecs qui étaient sur Internet qui m'ont dit, vas-y, on fait une formation, tu me donnes tes connaissances, je te filme, je m'occupe de tout. Tu vois, j'ai toujours dit non. Et là, si vraiment je fais un truc, c'est que vraiment, je vois qu'il y a vraiment une grosse demande. Mais bon, je vais pas te saouler avec ça. Pour les débutants qui nous écoutent, tu peux commencer par lire des livres. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le truc qui coûte le moins cher. Alors autant te dire que moi, avant de commencer l'immobilier, j'étais pas du tout un grand lecteur. Et en fait, je me suis bouffé une bibliothèque entière dès que j'ai commencé à investir, parce qu'en fait, j'étais obligé de passer par là, parce que j'ai changé d'objectif très vite. Quand j'étais à l'armée, je me suis dit, ah non, là, j'ai envie de quitter et de changer de vie. Mais tu vois, c'est arrivé très tôt. Très tôt, enfin déjà à l'âge de 15 ans, je savais que je voulais investir. Mais une fois mon premier immeuble acheté, là, j'ai su que, tu vois, j'ai pris le virus et j'ai voulu continuer. Donc, je vais te donner quand même le top 3 des livres à lire pour moi. Alors, il n'est pas forcément adapté à tout le monde. Moi, c'est vraiment, je suis dans le focus immobilier, mais déjà, rien que pour la mentalité et tout ça, déjà, mon numéro 3, c'est La Grève. Le livre La Grève, alors attention, c'est 3 tomes, c'est un millier de pages que tu comptes. Mais ceux qui veulent pas lire le livre, c'est simple, vous l'avez sur Audible, vous prenez abonnement. En 3 mois, en fait, vous avez les 3 tomes. Ça vous coûtera beaucoup moins cher de l'avoir un livre audio et de l'écouter. Donc vraiment, je le conseille vraiment à tout le monde. Alors sur le business, tu n'apprends pas forcément beaucoup de choses, mais ça te donne des armes sur le fonctionnement du communisme slash le capitalisme, la différence entre les deux. Et le livre, il a été écrit par une femme qui était en URSS, donc qui a connu le communisme, qui est partie aux États-Unis et qui a écrit ce livre. Et quand tu l'écoutes ou que tu le lis, tu te sens quand même beaucoup moins seul, surtout quand tu vis en France, quoi. Donc je le recommande à 100%. Il y a très peu de personnes du coup qui le lisent ou qui l'écoutent parce qu'il est extrêmement long. Moi, il m'a fallu 3 mois pour avoir les 3 tomes en l'écoutant, pas en le lisant. Donc voilà, donc franchement, si t'as pas trop de podcasts à écouter en ce moment, écoute, tu prends un abonnement Audible et tu écoutes ça. Et moi, je l'écoutais tous les matins. Et il est vraiment très très long. Je crois que tu as plus de 30 heures d'audio à écouter. Enfin voilà, c'est pas un petit livre. Donc voilà, ça c'est mon numéro 3. Après, mon numéro 2, c'est l'autoroute du millionnaire, ou en anglais c'est Fastlane Millionnaire. Celui-là, pareil, tu vois, avant je préférais Robert Kiyosaki, puis quand j'ai écouté celui-ci, je me suis dit, ah ben non, l'autoroute du millionnaire, il est tout de suite passé de suite. Bon, alors là, c'est pas forcément sur l'immobilier, c'est un mec qui dans les tout débuts d'internet s'est lancé, et tu vois les trucs hardcore qu'il a fait pour s'en sortir. Donc voilà, l'autoroute du millionnaire, tout le monde t'apprend à devenir riche lentement, et lui en fait il t'apprend à prendre l'autoroute, et en fait il t'apprend que en fait si tu veux avoir cette fast track, en fait il faut bosser, et en fait ça te donne envie de bosser, parce que la plupart des gens qui te vendent des trucs sur internet, c'est de l'argent facile et rapide, et puis après quand tu vois les formations, il faut bosser.
Et en fait, dans l'autoroute du millionnaire, il te dit tout de suite, non, il faut travailler, il faut bosser, il faut sacrifier, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Donc voilà, donc non, mon numéro 2, c'est vraiment The Fast Lane Millionnaire. Et mon numéro 1, vraiment, qui les a tous dépassés et de très loin, eh bien, c'est The Rework. The Rework, bah écoute, c'est en écoutant le podcast de Thibaut qui fait le podcast de Bye Bye Patron, où je l'ai acheté directement. Il est très facile à lire. En plus, tu as plein de paragraphes différents. Toutes les 2 pages, en fait, tu peux arrêter de la lecture, mais ça te donne envie de continuer à lire. Et pareil, là, c'est un entrepreneur qui casse toutes les idées reçues que tu peux avoir, et même des idées reçues que tu as pendant certaines formations, où les mecs te disent non, personne ne veut une petite entreprise, tout le monde veut un gros truc. Et en fait, lui, il te dit non, une petite entreprise, c'est très bien. Commence par là. Tu peux même la valoriser plus tard très cher et la revendre. Il y a beaucoup d'idées reçues qui coupent, et donc je trouve que c'est vraiment très bien. C'est le genre de livre qui te donne envie qui te fait respirer, et c'est le genre de livre que tu relis même plusieurs fois parce que tu vois que tu loupes des trucs. Ça te donne envie de lancer des entreprises, de bosser, d'avancer. Enfin voilà. Donc Rework, tu trouveras très facilement sur Amazon. Je te le conseille vraiment, c'est mon numéro 1. Alors tu verras que je ne t'ai pas parlé de Robert Kiyosaki. Pour moi, il n'est pas du tout dans mon top 3. Pour certains, même, c'est du bullshit. Alors pour moi, je pense que c'est quand même un livre que tu dois lire. C'est juste que j'ai un bémol, c'est que c'est un livre qui a été fait vraiment axé sur les États-Unis. Enfin, tu vas me dire que les 3 précédents livres aussi, ils ont été faits aux États-Unis, mais la différence, c'est qu'en fait, il te parle d'un marché immobilier aux US. Et ça, en fait, c'est un petit bémol pour moi, parce que, par exemple, il te dit que la résidence principale, ce n'est pas un actif. Alors que si tu es sur le marché français, premièrement, ta résidence principale, on ne peut pas te la prendre. Avec la loi de Sarkozy, en fait, même si tu es endetté, si je me souviens bien, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que que c'était la loi de Sarkozy qui a fait que même si tu es endetté, tout ça, que tu ne peux plus payer tes dettes, ta résidence principale, on te donnera toujours un toit, donc on ne pourra pas te saisir. Et en plus de ça, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value sur ta résidence principale, ce que tu n'as pas aux États-Unis. Donc voilà, pour moi c'est un actif. Donc eux, pendant les subprimes, ils ont été déçus. Pendant les subprimes, ils ont été surpris de se faire saisir, alors que nous, en France, voilà, tu vois, as plein de choses que tu peux faire aux États-Unis que tu ne peux pas faire en France, et inversement. Après, l'économie, elle n'est pas du tout la même. Les retraites, pareil, eux, c'est de la capitalisation. Contrairement à nous, les gens sont beaucoup moins éduqués financièrement en France, alors que aux États-Unis, les mecs, tu leur parles de bourse, ils sont tous dessus parce qu'en fait, c'est leur future retraite. Donc voilà. Je pense que tu dois quand même le lire si tu ne l'as pas lu, parce que j'ai vu de moi des gens, ça leur a changé la vie. Et j'ai vu je crois 2 ou 3 amis qui m'ont dit que ils n'ont pas dormi de la nuit, ils ont fait une nuit blanche juste parce que ils ont lu Père riche, Père pauvre. Alors même si tu te dis ok c'est du bullshit ou des trucs comme ça, je vois sur Instagram des gens qui te disent oh c'est du bullshit, lisez pas ce livre et tout. Pour moi, c'est con parce que ça va les démotiver. Lisez-le et lisez-le sans vous dire que c'est du bullshit, et ça peut vous changer la vie. Moi, la personne à qui je pense à chaque fois qui a fait une nuit blanche, aujourd'hui, le mec, il est entrepreneur. Je crois que cet été, normalement, il va quitter son boulot et c'est parti juste de ce livre. C'est tout bête, hein, c'est parti juste de ce livre. Alors, tu vois, après, tu évolues, hein, tu apprends que les choses sont un peu différentes en France, mais pour moi, il faut quand même le lire, même si tout n'est pas bon à prendre dans ces livres américains. Donc je te rappelle, numéro 3, La Grève, numéro 2, The Fast Lane Millionnaire, ou l'autoroute du millionnaire en français, et Rework en numéro 1, et franchement je te le conseille, franchement c'est un livre moi que je lis, que je relis, enfin voilà, je l'ai dévoré. Ouais, et une fois que tu as acheté tes livres, si tu n'as pas suivi de formation, suis-en au moins une. Moi personnellement j'ai commencé par Olivier Seban et ensuite j'ai cherché qui était le numéro 1. Le numéro 1 à l'époque c'était Cédric Anissette. Enfin après numéro 1 il n'y avait que lui. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Mais bon, dis-toi que tous les mecs qui ont suivi des formations ont suivi des formateurs qui ont suivi Olivier Seban de base.
Mais bon, aujourd'hui ils font de très bons trucs. Celui qui fait le plus de publicité, je crois de mémoire, c'est Christopher Wangen. Donc à chaque fois j'ai des amis qui disent oh je suis en train de me former là maintenant, bon ben c'est sur lui qui tombe. Et si tu veux mon avis, moi c'est pas lui que j'aurais choisi en priorité. Alors je sais que sa formation est très bien, attention, mais si je devais commencer de zéro, je prendrais une formation un peu plus chère et je prendrais Nikola Popovic, parce que voilà, moi je cherche toujours les numéros 1, et sachant que Nikola Popovic, lui, il a commencé avec une dette de 300 000 euros. Donc, moi je me retrouve un peu dans ce qu'il dit, parce que moi j'ai commencé en faisant faillite, une faillite complète. Bon, j'étais qu'à moins 30 000 euros quand lui il était à moins 300 000, donc avec les dettes de son père, donc c'est un peu différent. Mais bon, tu vois, c'est un truc qui me parle beaucoup plus parce que le mec a commencé de rien. Alors que Christopher Wangen, c'est plus un formateur qui a acheté quelques immeubles quand il était employé, et ensuite, grâce aux formations qu'il avait, il a acheté des immeubles. Donc voilà. Alors, moi pareil, si tu veux sûr, moi la future formation que je ferai, moi je la ferai que sur la banque. Voilà, moi j'ai investi en étant au chômage. Donc tu vois, tu as tellement de profils différents, c'est à toi de voir avec qui tu as le plus d'affinité. Pour moi, il faut suivre des formateurs parce que voilà, moi au début j'ai tellement fait d'erreurs que ça m'est arrivé d'avoir des nuits blanches, d'avoir la boule au ventre quand le locataire m'appelle. Ça aussi c'est pas sympa, mais en fait tu te rends compte que la boule au ventre c'est juste parce qu'en fait t'as mal fait ton coup avant, et en fait c'est un manque d'argent. Tu peux tout résumer en réalité avec l'argent, hein. Ça m'est arrivé moi d'avoir juste avant de quitter l'armée, de me dire putain, est-ce que mon projet va fonctionner, parce que je savais pas du tout si je pouvais investir en étant au chômage. Et au final je me suis dit bon ben Inch'Allah, on verra, mais comme on dit. Mais je te dis, c'est vraiment c'est des étapes parfois par lesquelles tu es obligé de passer. Si j'avais été plus formé à certains moments, ou si j'avais si j'avais pas fait faillite déjà et que j'avais pas eu ce manque d'argent, j'aurais pas eu ces moments vraiment très pénibles à suivre. Mais bon, chaque entrepreneur a son moment pénible, ça arrive à tout le monde. Et aujourd'hui, je regrette rien parce que je peux en vivre, et j'ai trouvé les solutions, et maintenant je peux les délivrer. Mais quand un locataire t'appelle et que tu as vraiment la boule au ventre, en fait tu te rends compte que tout peut être réglé généralement avec de l'argent. Souvent c'est pour des travaux ou ce genre de choses. Et même quand le locataire ne s'entend pas avec son voisin, c'est aussi une question d'argent. Parce que là tu te dis non, c'est de l'humain. C'est le plus difficile à gérer, donc soit tu le fais gérer par une agence, donc pareil, tu vas gagner un peu moins, donc c'est une question d'argent, ou alors tu as ton locataire qui s'entend plus avec sa voisine. Je te parle de ça parce que j'ai eu le coup là il y a pas longtemps, et en fait c'est aussi une question d'argent, parce que le mec te dit ok, je vais partir. Ok, si tu pars, ça veut dire que j'ai pas de loyer, mais en fait si j'ai assez d'argent, c'est encore une question d'argent, mais j'ai plus le problème si t'es plus là. Donc voilà, on en revient toujours à ces questions là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que quand tu fasses ces crédits, que tu aies une marge suffisante pour pouvoir encaisser tous ces coûts là, donc les travaux et les problèmes que tu auras au jour le jour. Donc si tu veux vraiment te sortir cette boule au ventre, voilà, c'est qu'une question d'argent. Donc au début c'est sûr, c'est difficile parce que tu as très peu d'apport, tu as un crédit sur le dos, tu as très peu de marge, et je vois des gens qui sont hyper tendus pendant très longtemps. Moi ça m'est arrivé pendant très longtemps quand j'étais à l'armée. Ça va, j'avais un salaire, mais une solde. Mais une fois que j'ai quitté l'armée, je me suis dit ok, comment je fais? J'ai été obligé de passer par des phases de vente. Et là, quand tu as 100 000 euros de côté, évidemment, je te dis, tu dors beaucoup mieux la nuit que quand tu as 20 000 et que tu vis sur ton patrimoine. Alors après, ça étonne tout le monde que je puisse continuer à investir en étant au chômage. J'ai même un ami, je lui ai donné sur mes screenshots de mes attestations de crédit où il y avait marqué emploi chômeur. Et donc il a dit, est-ce que je peux partager ça, parce que personne ne me croit. Et quand j'ai partagé mes offres de crédit, même avec le screenshot, tout le monde a dit c'est un fake, c'est pas du tout vrai, tout ça, personne n'y a cru. Et, du coup lui il était mort de rire. Alors tout le monde s'est abattu sur lui. Je ne sais pas qui étaient ces personnes, mais tu vois, c'était dans des groupes WhatsApp. Tout le monde lui a dit mais non, c'est pas possible, regarde, c'est un fake, tu te fais avoir et tout. Le mec me connaissait en direct, donc il savait que c'était vrai, il voyait très bien que je travaillais plus. Donc est-ce que aujourd'hui je bosse plus? Alors oui et non. J'ai quand même une société aujourd'hui,
qui fait très très peu de chiffres, mais le boulot que je fais, c'est vraiment en centaines d'euros par mois. Donc aujourd'hui, je fais vraiment pas grand-chose. Alors j'ai d'autres projets actuels qui vont me rapporter beaucoup d'argent, mais au moment où je faisais mes investissements, j'avais zéro revenu dans ma société. J'ai créé ma SAS qui détenait ma SCI dans le but qu'on ne voit plus mon taux d'endettement pour pouvoir être refinançable. C'était le seul but. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai arrêté complètement de bosser? Pas vraiment. J'ai essayé pendant 2 semaines et j'ai pété un plomb. Donc je me suis remis à bosser tout de suite parce que voilà, mais souvent c'est ça. Les mecs qui arrivent à atteindre les niveaux de la liberté financière, à ne plus avoir besoin de travailler, en fait c'est des mecs comme moi qui sont trop bosseurs et tu t'arrêtes jamais en fait. C'est terrible parce que tu sais pas t'arrêter. Donc aujourd'hui le boulot que je fais c'est pas grand chose. Je suis juste apporteur d'affaires pour une agence immobilière. Donc en fait je lui ramène des clients et par contre dès qu'elle a des biens immobiliers, des immeubles dans mes critères de recherche déjà loués et tout ça, des trucs avec 10% de renta, elle m'appelle. Je suis le premier qui est appelé. Et même si elle trouve une autre agence qui a ce type de bien, elle la contacte pour me le refiler. Ou alors moi inversement, je contacte directement l'agence, je dis ok va chercher ce bien, il a l'air intéressant pour moi. Comme ça je passe que par elle parce qu'elle négocie très bien, elle sait comment amener les choses et pour moi c'est l'agence numéro 1. Donc en fait j'ai une commission quand je lui rapporte des clients, mais en échange je récupère tous les biens immobiliers qu'elle a à 100%. Je suis le numéro 1. Donc j'ai ça et en plus elle me rapporte des clients quand elle a besoin de vendre un bien immobilier ou de le mettre en location. Ça m'est arrivé la dernière fois, elle avait des squatteurs qui venaient de quitter le logement sur quelqu'un qui venait d'acheter un immeuble complet. Alors ce mec là s'était complètement fait avoir parce qu'il avait acheté un immeuble sans le visiter et là il vit à plus de 200 km. Donc le bien immobilier, l'immeuble il l'a acheté 3 fois trop cher et quand il l'a acheté il avait 3 appartements squattés. Et là, il appelait les agences après la vente, il dit ouais, ok, mais qu'est-ce que je fais et tout ça? Apparemment, j'ai un squatter. Comment je fais? Ils ont réussi à virer le mec. Mais quand il a contacté les agences du coin, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Toutes les agences ont dit, nous on peut rien faire, contactez telle agence qui sait s'en occuper. Et du coup, quand ils ont contacté l'agence à laquelle je travaille, elle a dit, vous en faites pas, on s'occupe de tout. Enfin, tu vois comment passer numéro 1. Il m'appelle moi et en fait moi je suis venu déménager. Donc en fait moi je m'occupe de déménager tout l'intérieur, je le remets tout au propre et en fait c'est un truc que je facture à peu près 3000 € pour 4 jours de boulot. Bon après 3000 € pour 4 jours évidemment c'est pas tout le temps comme ça, mais généralement je facture à peu près 1000 € tous les 2-3 jours. Parce que l'agence aussi m'appelle quand tu as une succession comme ça, qu'il faut tout déménager. Ou alors quand tu as même des fois des locataires qui sont un peu ingrats et qui te défoncent l'appartement. En fait, moi j'arrive, je renettoie tout et en fait la personne, elle utilise la caution pour me payer. Donc en fait c'est gagnant-gagnant. Là, dans la journée, en fait, tu te fais l'équivalent de 400 balles, tu vois, le prix de la caution. Et toi, tu as refait l'appartement. Le propriétaire, il n'a pas vraiment payé et le locataire, en fait, il a sa facture et s'il a tout défoncé, il a qu'à s'en prendre lui-même. Hein. Donc voilà. Et puis tu vois, j'ai souvent des personnes généralement qui m'appellent pour ça et c'est souvent le même type de profil. C'est le propriétaire de 50-60 balais qui a pas du tout envie de se casser le dos à aller venir nettoyer et tout ça. Il a besoin de quelqu'un d'assez jeune. Et donc voilà, donc ça c'est mon boulot annexe on va dire. Alors c'est vraiment, je fais ça vraiment occasionnellement, ça arrondit les fins de mois, sachant que je n'ai pas besoin pour vivre, j'en ai juste besoin pour payer les frais de société. Donc les frais de société sont pas énormes, mais voilà, ça permet d'arrondir les fins de mois et de ne pas avoir à remettre de l'argent dans la SAS, c'est le but premier. Mais sachant que je fais pas que ça, je suis aussi à l'étranger, mais ça c'est une autre histoire. J'ai appris tout le marché immobilier hongrois, donc voilà. Donc là, je veux m'occuper de faire des ventes et des achats pour moi et pour d'autres personnes. Vu qu'on a un État qui est en train de s'écrouler, quand tu as un État comme la Hongrie qui lui ne va pas se prendre des missiles sur la gueule parce qu'il s'entend très bien, aussi bien les États-Unis que le Kremlin, la Russie. Bon, évidemment, ils ont une position géographique et politique vraiment qui est idéale. Il ne te dit pas je vais payer moins d'impôts si je pars à Dubaï,
En fait, sachant que si tu, de mémoire, si tu as plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires, tu as tes 9% d'impôt sur les sociétés. En Hongrie, c'est le même impôt, c'est juste que ça commence à zéro. Mais bon, avec ce que tu déduis, ça, si tu fais vraiment du gros chiffre, tu as la même imposition à 2 heures de vol d'ici, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, en reparlant des squatteurs, ça me fait penser, les gens te disent, bon, l'immobilier, t'as pas trop d'impayés ou de squats, de trucs comme ça. Alors, ça m'est arrivé. Le dernier vrai squatteur que j'ai eu, là, vraiment une personne que je connaissais pas, qui était rentrée dans le bien et tout ça, c'était dans le local commercial où j'étais en fin de procédure d'un impayé. En fait, là, j'ai eu tous les problèmes au même endroit. C'était le fameux Sabri Dridi là, qui avait pas payé l'électricité, on a dû lui enlever le compteur électrique et tout ça. Le mec, j'avais gagné au tribunal. J'étais sur la remise des clés. Et quelques jours avant la remise des clés, le mec se barre et il me met un squatteur dedans. Donc un mec, soi-disant, je crois qu'il s'était fait virer de chez sa femme ou je sais pas quoi, et il se fout dans le local commercial. Alors tu me diras, le local commercial, c'est pas comme un bail d'habitation. C'est beaucoup plus simple à virer. Enfin bon, là, il n'y avait pas de bail, hein. Mais tu m'as compris, dans le local commercial, c'est beaucoup plus simple. La différence, c'est que là, le souci que j'avais, c'est que le mec, il me le fout dans le local commercial, alors que j'étais en fin de procédure, je venais de payer au tribunal, mais c'était pas la même personne. Donc, nouvelle personne, nouvelle procédure. Bon, là, par contre, le mec, il n'est pas fait long feu. Je sais que le mec, le type, il a fait la bringue jusqu'à 3 heures du matin dans le local commercial. Moi, je suis arrivé à 7 heures du matin. J'avais des enceintes. J'ai mis du Rammstein, les enceintes à fond dans le local commercial et je me suis barré. Le mec pouvait pas l'arrêter, pouvait pas arrêter la musique. Ça faisait 4 heures que le mec s'était endormi. Et moi, pour l'accueillir, première matinée où il squatte, j'ai foutu le son à fond. Je sais que le mec a pété les plombs, j'ai pu suivre ce que j'entendais dans le local commercial parce que j'avais un mur mitoyen. Et j'ai suivi plus tard ce qui s'est passé. Le mec, il a dégagé et je l'ai même pris en photo. Donc je te mettrai la photo sur Insta. Mais ouais, donc petite photo du squatter. Le mec, j'ai pu prendre en photo au-dessus de la vitre. Donc je l'ai pris en flac et il n'est pas resté plus d'une journée. Donc tu vois, physiquement, je ne l'ai pas touché. Il est parti de suite. Mais voilà. Donc oui, avoir un squatter, ça m'est arrivé une fois, mais quand tu sais les gérer, il faut que tu agisses de suite. L'immobilier, c'est ça. Quand tu as un problème, c'est comme un début d'incendie. Si tu ne le règles pas de suite, tu vas avoir un incendie de forêt. Donc au début, si tu peux te débrouiller juste avec un seau d'eau, ton seau d'eau, en fait, c'est intervenir tout de suite dans les premières minutes. Et ça, tu vois, c'est une agence immobilière ne peut pas forcément le faire. Le seul moyen de ne pas en arriver là, c'est de préparer tes pare-feux, donc d'avoir des biens immobiliers parfaits, de bien choisir ton locataire. Et du coup, pour bien le choisir, avoir des biens qui étaient en très bon état. Mais après, dans le top 3 des problèmes que j'ai eu, en numéro 1, c'était ce fameux Sabri Dridi où je suis passé en procès, j'ai gagné, le mec m'a pas payé, il a foutu un bordel dans tout le village. Là, j'ai perdu 10 000 euros. Problème number 1. Tellement que le mec m'a carrément fait des menaces, tentative d'effraction chez moi et tout. Donc voilà, problème numéro 1. Alors attention, je donne des problèmes, mais c'est pas pour te dégoûter de l'immobilier, c'est juste que je vais donner les points communs et tu sauras vraiment comment les éviter. Problème numéro 2, pareil, effraction dans un de mes immeubles parce que le locataire qui était en place, c'était une entreprise qui l'a mis. Je n'ai pas choisi le locataire et voilà. Donc le mec, personne n'a problème, pareil. Et numéro 3, les tout premiers locataires que j'ai choisis pour mon immeuble, que j'ai jetés par la fenêtre. Alors je peux le dire maintenant parce que ça fait plus de 10 ans dans les prescriptions, je peux le dire. Aujourd'hui, je peux plus me permettre de faire ça parce que je suis un professionnel, mais à l'époque, soit je coulais, soit ils coulaient, donc j'ai viré les locataires par la fenêtre. Et le point commun de tous ces gens, c'est que je ne les ai pas vérifiés et ou je n'ai pas encaissé la caution dès qu'ils sont rentrés. Ceux que j'ai virés par la fenêtre, ils ont dit en fait, petit problème, on n'a pas de chéquier, on ne peut pas payer la caution et j'ai pas vérifié les documents. Je les ai fait rentrer, j'étais en mission à l'époque à l'armée et tout de suite ils n'ont pas payé et tu verras c'est de suite. Quand ils ne payent pas, les problèmes tu les as très vite. Le problème numéro 2,
moi j'ai fait, c'est l'entreprise qui me payait, donc j'avais quand même le paiement, mais par contre les fractions et tout ça, en fait j'ai pas vérifié le locataire parce que c'est l'entreprise qui me l'a mis dans le logement. Donc là j'ai coupé court avec l'entreprise, je dis ok, on arrête le bail, je travaille plus avec vous. Au moins j'ai pu. Le point positif, c'est que j'ai quand même pu me payer une porte toute neuve avec des assurances, dépôt de plainte, et puis j'ai installé une nouvelle porte anti-effraction à 2-3 000 euros. Voilà, je payais la franchise. Donc là, je me suis quand même très bien retrouvé. Et le dernier, c'était le fameux Sabri Dridi qui est grand dans mon local commercial, où moi je vérifie pas parce que je fais confiance à l'agence, et en plus de ça, elle n'avait pas reçu la caution. Et le jour où j'avais laissé la procuration où elle a signé, je n'avais même pas tilté que j'avais pas reçu la caution. Donc voilà, pas de caution, pas vérifier les antécédents de la personne. Donc le commercial c'est un peu plus difficile parce que pour vérifier son boulot, ce sera dans ton local. Donc voilà. Mais ouais, j'aurais pu vérifier très vite. Donc voilà, le top 3 des problèmes que j'ai eu vraiment dans l'immobilier avec les locataires. Là, les problèmes avec le locataire, aujourd'hui, tu te dis, est-ce que tu peux encore faire du cash flow? Ça, c'est pareil. Sur les 10 dernières années, tous les formateurs te vendaient le cash flow. Aujourd'hui, c'est toujours possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Tu dois avoir une vision, en fait, à 5 ans. Sur 5 ans, en fait, tu dois en acheter plusieurs, enfin, espérer que tu puisses en acheter plusieurs, et commencer déjà à revendre pour rembourser un peu, parce que si tu veux vivre en ayant des crédits, là, aujourd'hui, il faut que tu puisses revendre. Le souci que tu as, c'est que tu es sur un marché baissier. Mais bon, il vaut mieux un mauvais investissement que pas d'investissement du tout, parce que dans tous les cas, si tu récupères des loyers, ça veut dire que tu t'enrichis, même si ton crédit n'est pas top, il peut y avoir plusieurs raisons, mais ça vaut quand même le coup parce que tu as un crédit qui est remboursé par le locataire. À partir du moment où tu arrives dans ces clous-là, déjà, c'est pas le meilleur des investissements, mais tu t'en sortiras. Bon, il vaut mieux ça que attendre 10 ans, c'est pareil. C'est comme les mecs de mouvement Fire, pareil, ça c'est une bêtise. Les mecs, ils travaillent comme des acharnés 12 à 15 heures par jour dans leur boulot. Et leur but, c'est de ne plus du tout travailler quand ils ont assez de capital de côté. C'est n'importe quoi. Alors déjà, ton argent, il se dévalue. Même si tu le mets en bourse et tout ça, c'est pas la meilleure des choses. Et tu vois que ces gens-là, ils ont aucune éducation financière. J'ai vu un mec pareil, Mouvement Fire en France. Le mec, je crois, il était kiné ou un truc comme ça. Et sa conclusion à la fin, c'était une fois que j'ai mes 300 000 euros mis de côté, dans 10 ans, j'irai voir la banque pour investir en immobilier. Tout ce qu'il ne faut pas. La banque, c'est un banquier, c'est pas un investisseur. Le mec ne va pas s'y connaître plus que ça. Et tu voyais, le mec, il lisait des livres et tout ça, mais il était radin au possible, donc il n'allait pas se payer une formation. Le mec, il aurait payé n'importe quelle formation à 2000 balles. Tout de suite, il aurait compris que déjà, ton argent perd de la valeur. Alors surtout, là, tu vois, on a une inflation, tu vois, de la monnaie, en fait, il faut que tout de suite, dès que tu as de l'argent, tu le transformes en actif. Mais ces gens-là ne comprennent pas. Ils n'ont qu'une seule vision, c'est ok, je vais économiser un maximum. Donc en étant radin, en plus, ta vie de famille, tu travailles beaucoup et tu payes rien du tout, donc t'as pas de life. Je voyais les mecs, ils repartaient vivre chez leurs parents et tout ça, après 30 ans et tout. T'as pas de vie, c'est le chemin que tu dois profiter, c'est pas la destination. Et ce qu'ils voient pas, c'est qu'une fois, ok, imaginons, ils arrivent quand même à économiser 300 000 euros, ils achètent un bien et ils ont 2500 euros de loyer par mois. Très bien. Premièrement, ils vont payer énormément d'impôts, rien défiscalisé. Ce qu'ils ont fait, ils auraient pu faire un crédit 10 ans auparavant et avoir un bien payé déjà. Voilà. Donc ils n'ont pas compris le système du levier bancaire. Et quand ils arrêtent de travailler, ces mecs-là ne peuvent pas s'arrêter. Si tu as pu travailler 10 à 20 ans d'affilée comme un acharné pour ensuite ne plus du tout te bosser, mais tu vas faire comme moi, tu vas péter un plomb, tu ne pourras pas t'arrêter de bosser. Ces mecs-là pensent qu'ils vont arriver à arrêter de travailler. Mais non, mec, tu peux pas. Si tu as travaillé 12 heures par jour, 12 à 15 heures par jour, quand tu vas arrêter de travailler, en fait, tu vas vieillir plus vite que prévu et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as plus d'objectif dans ta vie. Là, c'est bien, ils ont un super objectif, c'est d'être libre. Mais après, c'est quoi le but? Si tu crées rien à côté, pour la plupart, c'est pareil, hein, ils vont commencer à vouloir te créer des formations, des trucs comme ça pour dire Mouvement Fire et tout. Mais en réalité, ils te disent pas qu'ils s'ennuient comme des rats morts. Donc
le mouvement Fire, c'est juste des mecs qui ont rien compris pour moi aux finances. C'est tout ce qu'il faut pas suivre. C'est bien d'économiser, c'est mieux que de tout dépenser et aller au loto. Mais ton argent, ton liquide, tu dois le transformer le plus rapidement possible en actif. Si l'État veut que tu aies de l'argent, c'est parce qu'ils en impriment autant qu'ils veulent. Donc, acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Je te dis pas ça pour acheter forcément de l'immobilier. Tu peux acheter des parts de société ou racheter des entreprises. C'est pareil. Tu as énormément de solutions. Alors déjà que moi, je vois mon entourage changer par rapport à mes investissements et tout ça. C'est obligatoire, tout de suite tu as tes amis et ta famille, ton entourage change. Alors tu vois le mouvement Fire, les mecs sont radins, donc eux, ils perdent tout le monde. C'est très malsain, je trouve. Mais quand tu es investisseur et qu'en plus tu partages et tout ça, tu as quand même ton entourage qui change. Donc c'est bien quelque part parce que tous les gens jaloux et tout ça, un peu hypocrites, tu les vires. Et les gens qui sont intéressés et que vraiment qui te galvanisent, qui t'amènent au niveau plus haut, ben, en fait c'est bien parce que tu vois vraiment qui sont tes vrais potes ou pas. Alors moi j'ai la chance d'avoir toujours les mêmes amis que j'avais durant mon enfance. Ça n'a pas trop changé. Alors il y en a quelques-uns que je ne vois plus du tout. Évidemment c'est un truc qui arrive. Mais contrairement au mouvement Fire, tu vois, je suis pas le gros radin qui va pas payer ses trucs. Tu vois, les cadeaux d'anniversaire, je suis toujours le premier à payer, quoi. Je suis très content de pouvoir partager ça et de pas pouvoir me dire ah merde, putain, comment est-ce que je vais faire et tout ça pour payer. Là, j'ai pas 20 balles et tout. J'ai des amis, ils avaient pas 20 balles pour payer le cadeau d'anniversaire à d'autres personnes. Mais ils sont en galère. Après, je les juge pas parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir de thunes, de faire faillite. Donc voilà. C'est ça aussi le plus marrant, c'est qu'au moment où je fais faillite, on me traite de sale riche. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est quand on te traite de quelque chose, quand on t'insulte, surtout financièrement, parce qu'en France, on n'aime pas trop ça. En fait, ça en dit plus sur la personne qui t'insulte que sur toi. Surtout que quand on me disait ça, j'avais plus une thune. C'est ça le plus marrant en fait. On me disait ah mais t'es radin à ce moment-là parce que bah, tu partages rien et tout ça. Je disais ouais mais j'ai pas de thune, c'est juste que voilà, on n'en parle pas trop. On est français, voilà. C'est un petit souci. Mais c'est pareil, la mentalité des gens, bon tu la referas pas. Surtout quand t'as tout le monde qui pense d'une seule façon. Je vois que les gens sont très matrixés. Avant de quitter l'armée, même il y a 10 ans, quand je disais que je ne voulais plus adhérer au système de retraite, en fait les gens me prenaient pour un fou. Alors mes parents en premier, mon comptable et tout ça m'a dit arrête, attends, tu vas pas cotiser à la retraite, il faut pas que tu fasses ça. J'ai dit non mais moi la retraite j'y compte pas du tout. Alors tu vois maintenant ça paraît normal parce que dans les médias on en parle. Les jeunes d'aujourd'hui, enfin les gens qui ont 18-20 ans, ils le savent, pour eux c'est attesté, pour eux ils n'auront pas de retraite. Moi je sais pas. Mais je n'ai jamais compté sur ça et tu vois des gens qui veulent des jeunes entrepreneurs qui eux se disent bon j'aurai pas de retraite, je vais me débrouiller autrement et là ça paraît pas du tout fou aujourd'hui, alors que quand moi je dis ça il y a 10 ans, surtout quand tu quittes l'armée, si tu sais pas, tu dois racheter tes points de retraite et tes trimestres parce que tu n'es pas sur la même caisse de retraite. Quand tu n'as pas, parce que moi j'ai pas ma retraite militaire, j'ai quitté beaucoup trop tôt. Et donc quand j'ai quitté l'armée, j'avais des indemnités de départ. Mais quand tu quittes, tout de suite, on te dit bon, gardez bien les indemnités parce qu'elles vont vous servir à racheter vos points de retraite, à racheter vos trimestres, parce que vous n'êtes plus sur la même caisse. Parce que quand tu n'es plus sur la caisse militaire, que tu passes sur la caisse civile, tu étais assimilé fonctionnaire, là tu t'es assimilé privé, c'est plus du tout les mêmes caisses. Donc tu dois dépenser plus. Tu dois dépenser plus, c'est à coût de 10 000 euros, tu vois. Donc moi ils m'ont contacté quand j'ai quitté l'armée pour me dire bon ben voilà, il faut envoyer-nous les 10 000 euros et tout ça, enfin un peu plus de 10 000. Et j'aurais dit non, vous comprenez pas, ils m'ont relancé. J'ai dit non, mais mon comptable m'a dit bah attends, fais gaffe ta caisse de retraite et tout. J'ai dit mais non, mais je dis vous vous rendez pas compte, mais mes parents m'ont dit mais t'es fou, ta retraite et tout ça. Je dis mais et c'est fou que tout le monde te dise ça, alors que toi tu vois que ça va pas fonctionner. Je te dis ça, c'était il y a 10 ans. Hein. Aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux. Les gens le comprennent parce que voilà, ils en parlent au journal. Mais à l'époque, les gens me prenaient pour un dingue. Ils me disaient, mais attends, quoi, tu veux pas la retraite et tout? Et j'étais obligé de leur expliquer mathématiquement comment est-ce que j'allais faire. C'est simple. J'étais obligé de leur expliquer que je mets 10 000 euros sur un bien qui vaut 100 000, j'ai 7 000 euros tous les ans, donc 7% de rentabilité. Je dis, regarde, là, ça veut dire quand j'arrête de payer le crédit dans 15-20 ans, allez, dans 20 ans, le truc qui se finance de base, ça veut dire que dans 20 ans, j'ai un bien qui vaut
100 000 euros. Et en plus de ça, j'ai 7 000 euros, donc j'ai un peu plus de 600 euros tous les mois, avec les 10 000 euros. Et pas dans 60 ans, je l'ai là dans 20 ans. Et je dis ça, c'est avec un seul bien, et avec les 10 000 euros. Alors que si je donne à la caisse de retraite, je vais avoir quoi, 83, allez, 100 balles de plus dans 60 ans. Et je dis, mais non, mais je sais faire de l'argent. Quand tu sais faire de l'argent, va pas sur le système de retraite. Puis, si tu as du mal à réfléchir comme ça, pense à comment est-ce que les riches font. Est-ce que tu crois que les mecs comme Cédric Anissette, ils se disent, bon alors pour ma retraite, comment est-ce que je vais faire? Évidemment que non. Les mecs qui font de l'immobilier et tout ça, la retraite, ils s'en battent le steak. Ils s'en foutent complètement. Ils savent qu'ils sont même prêts à la rendre, à récupérer ce qu'ils ont cotisé pour investir. C'est beaucoup plus rentable. Et en plus, c'est pas un truc mirobolant. Tout le monde peut le faire. Tu mets un apport dans un bien immobilier, même si tu peux en acheter qu'un seul, parce que tout le monde peut acheter un bien immobilier. Tu as moins de salaire, tu peux. Un seul bien immobilier en location, mais tout le monde peut le faire. Et tu auras plus que ta retraite. Mais c'est fou de voir ça et de se dire, mais putain, mais vous voyez pas ce que je vois et que personne le voit. Il y a 10 ans, je disais à mes potes, enfin il y a plus de 10 ans, il y a 14 ans, je disais à mes potes, regardez, je vais acheter des biens immobiliers et tout, les gars, si on fait tout ça, là dans 20 ans, on est tous rentiers. La seule réponse qu'ils ont eue, c'est écoute-le celui-ci. Bon, ben, écoute-le celui-ci, aujourd'hui, ils viennent me voir, tu vois. Ça, tu vois, c'est le genre de truc qui me rend dingue. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, j'ai une opportunité de dingue. Tout le monde ne voit pas. Tu vois un truc que tout le monde est censé voir, mais personne d'autre le voit. Je dis, bon, ben, profites-en. Hein. Moi, j'en ai profité pendant 10 ans et aujourd'hui, ben, on en parle. Et là, aujourd'hui, je parle encore, même dans des podcasts, des opportunités que tu as maintenant. Les gens, ils vont t'en parler dans 10 ans, quand ce sera terminé. Parce que des mecs comme moi, ben, ils vont en profiter. Comme les rachats de sociétés, de SCI et tout ça. C'est des trucs que tu peux faire maintenant. Tu peux encore choper les crédits que tu avais, que les mecs avaient il y a 3-4 ans avec des taux à 1 et 2%. Et les gens disent, ah putain, ouais, j'y avais pas pensé. Aujourd'hui, on a un taux à 15%. Enfin, tu vois, j'exagère, mais t'écoutes ce podcast, dans 10 ans, je suis sûr, on va en arriver là. Avec l'inflation, les guerres qui se multiplient. Tu vois notre ami Trump qui se dit bon, la guerre on peut la faire pendant nous une année parce qu'on a une année de réserve de pétrole et en plus on est autonome. La Chine ils ont une année. Nous la France c'est 3 mois. Dans 3 mois c'est fini. Alors au moment où je précise, au moment où j'enregistre là, ça fait que 2 semaines que la guerre au Moyen-Orient a commencé. Peut-être qu'elle est déjà terminée, mais moi j'ai fait un pari sur 3 mois. Donc bon, on verra. Peut-être que ça va durer plus longtemps, mais j'ai l'impression qu'on part sur un enlisement, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que forme-toi, fais des crédits. Si l'argent va coûter de moins en moins cher, ça vaut le coup. La répétition est mère d'apprentissage. Donc voilà, forme-toi et vas-y, moi je t'encouragerai toujours à aller dans cette direction. Et après, tu fais exactement les mêmes schémas, même quand tu pars à l'étranger. Moi, je vois que je pars en Hongrie, je fais le même schéma comme si je recommençais tout en France. Tu peux faire exactement les mêmes choses, juste que tu as moins d'imposition et tu n'as plus ta kryptonite qui est la fiscalité. C'est juste ça qui change. Enfin voilà, toutes ces réflexions d'il y a 10 ans, aujourd'hui les gens, j'ai plein de gens qui me disent oh putain t'es un génie et tout, t'as trop bien fait. Alors pas du tout, hein. J'ai juste fait les choses encore et encore. J'ai refait la même chose qui fonctionnait. J'ai trouvé un ticket de loto gagnant et je l'ai gratté jusqu'à que j'en puisse plus. Hein. C'est pour ça que je t'inciterai toujours à te former. En fait, c'est juste la discipline. La discipline, c'est le plus gros hack que tu puisses avoir. Fais la chose encore et encore qui fonctionne jusqu'à que ça ne t'en puisse plus. C'est tout. Après, un mec comme moi qui n'avait pas beaucoup de revenus, moi quand je partais à la banque, c'est comme si je préparais les JO. Je préparais ça, mais vraiment en simulation d'entretien avant, avec mes associés, on se posait des questions pour voir si on répondait exactement les mêmes choses, parce qu'il fallait bien accorder ses violons pour être sûr qu'on soit d'accord. Et en plus, même nous, ça nous aidait. Parce que vu qu'on était associés, il fallait qu'on soit d'accord sur les statuts juridiques, qu'est-ce qui se passe en cas de problème, parce qu'on savait que la banque allait nous le préparer. Mais c'est genre, on allait tellement à un niveau que le parfum que je mettais, c'était un parfum exprès, c'était tout le temps le même quand je partais à la banque, c'était le même que j'avais quand je faisais les séminaires. C'était vraiment mon cerveau, en fait, je l'activais comme ça. Je mettais un truc rouge parce que je savais que pendant les négociations, si je portais un pull rouge, une cravate rouge, peu importe, un point rouge au lieu du bleu, tu vois, que j'ai là, et bien pour négocier, je savais que ça aidait, tu vois, et vraiment, c'était chaque détail était programmé. À l'accueil, je disais, ok, ben, je viens pour mon rendez-vous, c'était pile poil 5 minutes à l'avance. J'envoyais un email préparé, tout ça bien écrit, sans faute d'orthographe, juste avant. Enfin, tout était vraiment calibré, comme si j'allais faire les JO avant de demander mon prêt immobilier.
Et ça, j'étais obligé. J'avais pas le choix parce que j'avais pas beaucoup de revenus. Alors c'est pareil. Quand moi je vais voir un formateur, tu vois, je regarde qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Quand je vais voir un mec qui a suivi qui nous fait des cours sur les finances, sur la bourse, je vais voir un mec qui a déjà été sur les marchés financiers. Quand je pars voir un mec qui m'apprend sur l'investissement immobilier, au lieu d'apprendre de voir un investisseur, je veux voir un investisseur qui a été promoteur, marchand de biens et qui a une agence immobilière. J'en connais qu'un, c'est Nicolas Popovic. Donc voilà, c'est que des trucs, je vais voir toujours les mecs qui sont spécialisés. Alors là, c'est vrai, tu veux dire pareil pour moi. Je suis investisseur, j'ai des sociétés, j'ai appris à investir en étant au chômage. Est-ce que j'ai un diplôme d'État? Eh bien, figure-toi que pour la banque, tu vois la formation que j'ai voulu faire, j'ai suivi une formation de diplôme d'État, donc c'est un bac plus 2, sur la banque, son fonctionnement et tout ça. Parce que avant de faire tout ça, je voulais vraiment être au top. Eh bien, sache que j'ai suivi la formation et j'étais dégoûté de ce que j'ai vu là-dedans. Je me suis rendu compte que même dans nos banques, politiquement, ils sont très à gauche. Alors, je vais m'expliquer. Quand j'étais en train de suivre l'examen, sachant que moi, j'avais du background dans l'investissement et dans les entreprises, quand je voyais les questions, je me dis, bah, super, je peux y répondre hyper facilement. En fait, j'ai limite, sur certains trucs, j'avais limite pas besoin de survoler les cours. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les crédits et tout ça, mais je voulais savoir quelle était la mentalité de la banque et de la banque sur ses clients, parce que je voulais voir comment est-ce qu'ils pensaient, pour savoir comment moi me présenter. Et quand j'ai suivi les examens, je me suis rendu compte qu'ils parlaient de société, d'entreprise. Et les entreprises, les trucs comme ça, toutes les questions ont été faites par des profs payés par l'État, par des fonctionnaires. Donc ça m'a posé vraiment un très gros problème parce que je me suis rendu compte que tout était biaisé. Je vais te donner un exemple. L'une des questions, par exemple, c'était OK, quand vous allez voir une entreprise, elle va vouloir préférer petit A, faire moins de marge et acheter français, faire plus de marge pour la même qualité, mais en achetant à l'étranger, ou alors faire moins de marge et moins de qualité pour faire plus de bénéfices. La bonne réponse, c'est tu vas avoir la même qualité, peu importe de quel pays tu vas avoir ton produit que tu vas vendre. Si c'est la même qualité qu'en France et que tu l'as à 50% moins cher, c'est des taux vraiment super bas, mais tu vas vouloir prendre le truc évidemment le moins cher pour avoir plus de marge et prospérer, tu vois. Et pour eux, non, c'était on va prendre vraiment français, quitte à ne pas faire de marge et à faire très peu de bénéfices. Ça, c'était le type de réponse qu'ils attendaient. Et je dis, mais c'est de la connerie. Même toi, tu comprends, tu vois. J'explique ça à ma nièce et mon neveu là, qui ont 10 et 13 ans. Ils vont comprendre aussi qu'il faut faire du bénéfice. Mais pour la banque, non. Non, pour les entreprises françaises, non, c'était pas du tout ça. Et en fait, là, j'ai compris. Là, je me suis dit, ça a été fait par un mec qui a été ponctionné toute sa vie, qui est professeur, qui a jamais géré d'entreprise. Et donc, c'est ce mec-là qui te fait les cours. Donc, évidemment, quand tu fais ce type de cours et que tu veux passer le diplôme, ben, tu vas pas cracher là-dessus parce que tu peux, en gros, c'était pour les banquiers qui pouvaient avoir une spécificité de plus et être payés plus cher. Donc, eux, ils n'allaient rien dire. Sauf que moi, je les rappelle, je leur dis, écoutez, j'annule mon stage en banque, j'annule tout. Là, je suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit. Elle dit, ah bon, vous n'avez pas à passer l'examen et tout ça. Je dis, non, votre examen en présentiel, votre examen à distance, parce que c'était juste après Covid, tu pouvais tout passer à distance, j'arrive à le passer facilement. Là, il n'y a aucun souci. Sauf que j'arrive à le passer, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'écris. J'ai même pas besoin de passer les cours. Il suffit juste que je pense à l'examinateur de gauche, politisé vraiment, mais très à gauche. Comment est-ce que lui, il aurait répondu ? Et ensuite, j'arrive à avoir toutes les bonnes réponses. Alors que quand je pense comme un entrepreneur, j'arrive pas à avoir les bonnes réponses. De 20% de bonnes réponses, je suis passé à 100%. Juste parce que j'ai incarné qu'est-ce que le professeur voulait entendre. Et du coup, j'ai coupé cours à la formation. Ils m'ont dit, ah oui, mais vous êtes quand même obligé de payer et tout ça, machin. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je paye. Mais j'arrête, je passe même pas le diplôme. Donc du coup, j'ai arrêté. Je dis, je vais pas aller faire un stage en banque. Alors, je suis pas du tout d'accord sur le process et sur tout ce qu'ils disent. J'ai appris la mentalité, j'en sais plus. Et donc, sans passer l'examen de la banque, j'arrive à faire des dossiers bancaires qui sont beaucoup mieux que ce que tu trouves dans les banques, parce que je peux te dire, les banques, je les ai rincées. Et c'est pour ça que je pense que je suis quand même légitime. Alors non, du coup, je n'ai pas de diplôme d'État.
J'aurais aimé, parce que j'aide une agence immobilière pour les prêts immobiliers de ses clients, et j'aurais bien aimé avoir le tampon. Je pouvais être courtier immobilier et j'avais tous les diplômes qu'il fallait, tu vois, pour dire voilà, j'ai le droit légalement de regarder vos relevés de compte. Là, je n'ai pas le droit, donc c'est au bien vouloir des clients s'ils veulent bien, et ensuite je leur fais le dossier bancaire et je les aide. Donc je fais ça sur les agences immobilières. Pour aider les gens à avoir le prêt immobilier. Du coup, l'agence, ça veut dire que si j'aide à avoir le prêt, elle a sa commission et elle arrive à faire les ventes. Donc, tu vois, on s'y retrouve aussi là-dedans. Mais je n'ai pas eu le diplôme d'État parce que j'ai pas voulu le passer et parce que j'étais pas du tout d'accord philosophiquement avec ce qu'ils disaient. Donc voilà. Alors que en Hongrie, dans les pays étrangers qui eux n'ont pas du tout cette mentalité, j'ai pu voir que c'était complètement différent. Et donc maintenant, je dois m'adapter aux banques hongroises. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi parce qu'en fait, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Donc même si les taux sont beaucoup plus élevés, que tu as beaucoup plus d'apports, mais bon, en fait, c'est tous les autres pays étrangers, ça c'est normal. Je suis plus en accord avec les banques étrangères qu'avec les banques françaises. Sauf sur un point, c'est que tu peux faire un prêt à 100%. Et que tu as besoin de moins d'apports, donc ton enrichissement est plus simple quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Après, quand tu commences à avoir des niveaux élevés, là, tu passes à l'étranger, tu as beaucoup moins de fiscalité, et bon, c'est un peu plus marche ou crève, mais quand tu es un bébé, commence en France. Tu peux toujours faire de l'argent, hein, même si on arrive sur une crise et tout ça. C'est même dans ces moments-là où tu as de grosses opportunités, mais généralement il faut du cash. Donc voilà, il faut des actifs qui te ramènent du cash, qui régénèrent très vite tes épargnes pour ensuite réinvestir. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin que je t'aide pour obtenir ton financement. Si tu commences à être bloqué par la banque, là je vais publier de plus en plus à mon avis des stories pour augmenter mon nombre de vues. Et donc sinon, je te fais la conclusion sur le micro. Chez moi, je te la ferai quand j'aurai le temps. Et puis voilà, sinon je te dis à la prochaine et n'hésite pas à me contacter. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu arrives là, c'est que tu as pu voir la différence entre les deux prises de son. Bon, je suis désolé, je n'ai pas pu régler la différence. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais bon, je pense que le plus important, c'est le fond et non pas la forme. Bref, tout ça pour dire que tu me contactes si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai directement sur mon Instagram LocInvest. En attendant, moi, de mon côté, je vais préparer le tournage de mes vidéos pour les dossiers bancaires. Et en attendant, eh bien, je te dis, normalement, je pense à dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.